L'Iran a testé et lancé des missiles qu'ils n'avaient jamais lancés auparavant, comme le Qadr. Ils ont lancé davantage de Fatah 1. They launched more Fatah 1s. They launched more Haji Qassems. Ils ont lancé davantage de Haji Qassem, et ce n'est que le début. Leur stratégie est méticuleusement axée sur la destruction maximale possible de l'économie israélienne et en substance sur sa paralysie. Ils disposent d'une fenêtre de 2 à 3 semaines devant eux, qui s'annonce très prometteuse du point de vue des gardiens de la révolution. Et je vais vous donner l'information qui résume tout. Cela provient de la chaîne 11 en Israël. Ils sont généralement très bien informés sur ce qui se passe au sein du cabinet génocidaire, disons-le ainsi. Le Mossad, le Shin Bet, tout cela. Apparemment, les Israéliens ont envoyé une demande officielle à Téhéran pour mettre fin à la guerre maintenant. La guerre des missiles, disons-le ainsi. Et la réponse iranienne est non. Cela se termine quand nous décidons que cela se termine. Encore une fois, quand on commence une guerre, il faut savoir comment la finir. Voilà ce à quoi nous assistons. Et les Israéliens obtiennent exactement ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Donc les 2 à 3 prochaines semaines vont être cruciales. Il ne faut pas oublier que la stratégie iranienne, après les premières 48 heures, lorsqu'ils ont été stupéfaits par l'attaque israélienne, a été de tout reprogrammer. Ils ont remplacé toute la chaîne de commandement. Ils se sont mis à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils se sont ressaisis, et voilà, nous allons frapper tous les nœuds clés d'Israël en fait. Donc maintenant, il ne s'agit plus de patience stratégique. C'est une dissuasion stratégique calculée et une offensive. Yuhan, ce qu'ils font exactement, et ce matin l'a prouvé. Cela pourrait être le début de nouvelles attaques dévastatrices, y compris contre des cibles qu'ils n'avaient pas encore frappées, comme le port d'Ashdod et la centrale électrique proche d'Ashdod également. Ils peuvent donc désactiver tous les ports d'Israël quand ils le souhaitent. C'est en cours. Sans parler du fait qu'ils ont déjà ruiné beaucoup de choses. Cela ne compte plus. Ils peuvent désactiver l'aéroport Ben Gurion. Ce n'est pas très difficile. C'est déjà commencé. Ils ont déjà mis hors service Rafael, qui est l'équivalent israélien de Raytheon, Lockheed Martin, etc. Ils ont déjà désactivé le MIT local, l'Institut Weizmann, et la liste continue. Voilà donc leur stratégie. Il n'y aura pas d'attaque frontale contre les États-Unis, car ils savent que ce serait suicidaire. Évidemment, on ne peut pas attaquer frontalement un empire doté d'innombrables armes et d'innombrables armes nucléaires également. C'est donc une décision stratégique très perse, calculée, très sophistiquée, graduelle. Ils disposent effectivement de missiles pour au moins 6 mois. Nous essayons de le confirmer pratiquement chaque jour. Et oui, ils ont suffisamment de missiles. S'ils maintiennent le rythme de bombardement des dernières semaines, ils peuvent continuer pendant au moins 6 mois. Et ce qui s'est réellement passé à Fordow, Natanz et Ispahan, il y a ici et là quelques informations qui émergent. Et c'est fascinant parce qu'en réalité, c'était vide. Tous ces sites, tout ce qui était important, avait déjà été évacué. À Fordow, totalement, des membres du Majlis, le Parlement iranien, plusieurs d'entre eux avaient déjà déclaré que tout avait été évacué plusieurs jours avant, jusqu'à 48 heures avant une éventuelle attaque pendant le week-end. De toute façon, c'était symbolique. Ils avaient besoin d'une réponse proportionnelle, pas exactement proportionnelle, parce que vous savez, si ces MOP avaient vraiment perforé, ou si 6 d'entre elles avaient été utilisées, on ne sait toujours pas exactement ce qui a touché quoi, et si quoi que ce soit a été perforé. Bref, 6 missiles, proportionnels. Et bien sûr, le message est quelque chose comme « D'accord, je deviens très musical ces temps-ci, alors en voici une autre pour vous. Motown, nulle part où fuir, bébé, nulle part où se cacher. » Celle-ci s'adresse directement au CENTCOM. Le quartier général du CENTCOM est à Al-Udeid. Donc c'est un message, et c'est un message à tous les pays du CCG, pas seulement au Qatar, ce dont je suis sûr qu'ils ont parfaitement compris. Le message c'est «
Trump a provoqué cela pour vous tous. Trump brought this on you all. And this is our warning to all of you. Et voici notre avertissement à vous tous. S'ils intensifient, leurs bases dans vos pays en paieront le prix. Je suis donc certain que tout le monde a parfaitement compris le message. Émirats Arabes Unis, Bahreïn. Et je vais vous donner l'information qui résume tout. Cela provient de la chaîne 11 en Israël. Ils sont généralement très bien informés sur ce qui se passe au sein du cabinet génocidaire, disons-le ainsi. Le Mossad, le Shin Bet, tout cela. Apparemment, les Israéliens ont envoyé une demande officielle à Téhéran pour mettre fin à la guerre maintenant. La guerre des missiles, disons-le ainsi. Et la réponse iranienne est non. Cela se termine quand nous décidons que cela se termine. Encore une fois, quand on commence une guerre, il faut savoir comment la finir. Voilà ce à quoi nous assistons. Et les Israéliens obtiennent exactement ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Donc les 2 à 3 prochaines semaines vont être cruciales. Il ne faut pas oublier que la stratégie iranienne, après les premières 48 heures, lorsqu'ils ont été stupéfaits par l'attaque israélienne, a été de tout reprogrammer. Ils ont remplacé toute la chaîne de commandement. Ils se sont mis à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils se sont ressaisis, et voilà, nous allons frapper tous les nœuds clés d'Israël en fait. Donc maintenant, il ne s'agit plus de patience stratégique. C'est une dissuasion stratégique calculée et une offre. La Maison-Blanche est désormais un territoire occupé par Israël. Ils ont la main mise sur la politique étrangère du président au Moyen-Orient. C'est Netanyahou qui décide, et je trouve cela très regrettable. Vous savez, nous sommes censés être une superpuissance mondiale. Et pourtant, nous avons de petites puissances comme Israël, qui reste une grande puissance, mais un petit pays. Et puis, vous savez, une puissance moyenne comme l'Ukraine, qui est un État non nucléaire, où Zelensky a pu, en gros, dicter la politique étrangère de Trump vis-à-vis de la Russie. Et cela va clairement à l'encontre des intérêts de sécurité nationale des États-Unis. Je sais que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, a été, vous savez, c'est lui qui a déclenché cette guerre. C'était une guerre d'agression non provoquée contre l'Iran, fondée sur de faux prétextes, selon lesquels l'Iran était, vous savez, sur le point de développer des armes nucléaires, et que dès qu'ils en auraient, ils attaqueraient Israël. Mais il semble certainement très encourageant que les États-Unis et l'Iran soient en train d'apaiser les hostilités, étant donné que la riposte iranienne a vraiment représenté le meilleur scénario possible. Ils ont réagi en attaquant une base militaire américaine au Qatar, qui avait déjà été évacuée, sans faire de victimes américaines. C'est similaire à leur réaction après la mort de Soleimani, sauf que dans ce cas-là, il y a eu de nombreux blessés. Mais aucun soldat américain n'a été tué. La Première Guerre mondiale n'a en réalité rien résolu, ce qui a conduit à ce que l'on a ensuite appelé une trêve de 20 ans. Puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté comme une extension de la première. La guerre du Golfe s'est terminée en 1991 sans conclusion claire, car il n'y avait pas de volonté d'anéantir le corps de la garde républicaine, qui a en grande partie pu s'échapper, ni de marcher sur Bagdad pour exiger le remplacement de Saddam Hussein. Nous sommes donc dans une situation similaire aujourd'hui. Les 12 derniers jours n'ont rien résolu. Au contraire, cela a démontré que l'arsenal de missiles iraniens, comme l'a souligné Ben Gvir en Israël, était bien mieux que l'on pensait, et bien plus précis et dévastateur. Et il suffit de regarder la carte des cibles que Larry Johnson a publiée sur son site. Il est très clair qu'Israël était en grande difficulté. Et maintenant, plusieurs personnes nous ont fourni des informations suggérant que c'est Israël qui a appelé le président Trump en disant « Nous avons besoin d'une pause. Pouvez-vous nous aider à obtenir un cessez-le-feu » Ce n'était certainement pas l'Iran. Et personne ne devrait être surpris par cela.
Après tout, l'Iran est une nation de 92 millions d'habitants. C'est la taille de l'Europe de l'Ouest. Alors, pourquoi serait-il désespéré à ce stade pour obtenir un cessez-le-feu? Ce qu'il a fait en Iran, c'est qu'il a sauvé Israël de l'autodestruction. Et c'est ça, l'essentiel. Et tous ceux qui spéculent « Oh, ce n'est qu'une trêve temporaire, les Israéliens vont reprendre l'offensive », eh bien, ils n'ont pas lu l'article de Larry Johnson dans Sonar hier, dans lequel il a montré sur une carte exactement ce que les Iraniens ont détruit en Israël, c'est-à-dire la moitié du pays, la moitié des atouts stratégiques d'Israël. Et quelques jours de plus, et il n'y aurait plus d'atouts stratégiques. C'est ce que Donald Trump devait savoir quand il a pris la décision de lancer un faux raid aérien sur de fausses cibles en Iran. Et que de l'uranium enrichi reste ou non entre les mains du régime iranien est, pour être franc, sans importance pour les considérations de Washington à l'heure actuelle. Il devait sortir Israël de cette affaire, mais il restait encore des choses à régler avec Israël. Et si cela signifiait abandonner tout l'argument sur l'enrichissement iranien et la bombe iranienne, eh bien, ils l'ont tout simplement abandonné. Trump a d'ailleurs déclaré qu'il se moquait de ce qu'il signe ou ne signe pas avec les Iraniens, que la question était réglée. Voilà où nous en sommes avec ce sommet. Regardons maintenant les conséquences. Les conséquences apparaîtront dans les mois à venir, alors que nous verrons les États-Unis très probablement réduire leur contribution à l'OTAN. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à nouveau rejoints aujourd'hui par Larry Johnson, ancien analyste du renseignement à la CIA et également ancien conseiller au département d'État américain. Donc oui, bienvenue à nouveau à nos auditeurs. Toujours honoré par l'invitation, Glenn. J'ai envoyé un email parce que j'ai lu votre article sur la mise à jour concernant le ciblage par l'Iran de l'industrie de défense israélienne. J'ai trouvé cela assez intéressant d'évaluer les dégâts réels qui ont été causés. Car lorsque Israël et l'Iran ont commencé à s'attaquer mutuellement, nous avons beaucoup appris, notamment sur la qualité de leurs armes, ce qui a surpris beaucoup de monde en ce qui concerne les capacités iraniennes par rapport à ce que l'on pensait être des défenses aériennes israéliennes bien plus solides. Mais nous avons aussi beaucoup appris sur les cibles. J'imagine que c'est en grande partie le sujet de votre article. Qu'est-ce que l'Iran visait réellement en Israël et qu'a-t-il réussi à détruire? Oui, l'Iran menait ce que j'appellerais un ciblage stratégique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une bagarre de bar. Deux types se mettent en colère l'un contre l'autre et commencent à donner des coups de poing dans tous les sens, frappant tout ce qui bouge. Ils n'essaient pas de toucher quelque chose de précis. Ce n'est pas ce qu'a fait l'Iran. L'Iran cherchait à fermer le port, car Israël n'a que 2 ports maritimes fonctionnels, capables d'accueillir des porte-conteneurs de 40 pieds. Et ils ont réussi à le faire, en détruisant les 2 raffineries de pétrole. Israël n'en a que 2, et en fermant l'aéroport international, pour commencer. Ensuite, l'Institut Weizmann, qui est ce grand centre de recherche pour leurs programmes d'armes nucléaires et d'autres programmes militaires. Et puis, il y avait tout un ensemble d'entreprises, comme vous savez, Intel, Raytheon, l'industrie israélienne de l'armement, IAI, je crois. Ensuite, il y avait des bases militaires. Donc l'Iran visait ces cibles, et les Israéliens ont imposé une censure stricte. En réalité, les seules images vidéo disponibles provenaient des habitants de villes comme Haïfa et Tel Aviv, et quelques-unes de Beersheva. Beersheva a également été très durement touchée, parce qu'il y avait beaucoup d'installations de recherche là-bas. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de victimes civiles. Je crois que le nombre total de civils israéliens tués était d'environ 29. Avec tous les missiles qui explosaient un peu partout, c'est étonnant que ce chiffre n'ait pas été plus élevé.
It's remarkable that that number wasn't higher, but part of that was Israel was not targeting. Mais cela tenait en partie au fait que l'Iran ne visait pas les civils israéliens. Par exemple, il y a eu une tentative de transformer les dégâts subis par un hôpital en une grande victoire de propagande. Mais il s'est avéré que l'Iran avait en réalité frappé une installation de renseignement israélienne adjacente à l'hôpital. L'hôpital a subi l'onde de choc, l'onde de concussion, qui a brisé des vitres et blessé certaines personnes, mais n'a tué personne. Et ce n'était certainement pas comparable aux images que nous voyons venant de Gaza, où Israël cible directement et délibérément des hôpitaux. Les États-Unis envisageraient, croyez-le ou non, une nouvelle proposition audacieuse à l'égard de l'Iran, un accord de 30 milliards de dollars visant à persuader l'Iran de cesser tout enrichissement d'uranium. Après les frappes illégales et non provoquées contre les 3 installations d'enrichissement d'uranium iraniennes, qui constituaient une violation du droit international, l'Iran a réaffirmé son droit à un programme nucléaire pacifique et a déclaré qu'il le poursuivrait. Désormais, les États-Unis semblent vouloir revenir à la méthode de la carotte et du bâton, promettant de l'argent et annonçant qu'ils lèveraient certaines sanctions économiques en échange de modifications de la politique d'enrichissement de l'Iran. On dit que l'administration Trump tente de revenir à la table des négociations avec Téhéran, cette fois avec un ensemble d'incitations et de conditions radicalement différents. Je tiens à souligner qu'il est important de se rappeler que Téhéran était à la table des négociations il y a seulement quelques semaines. Téhéran est à la table des négociations plus tôt ce mois-ci, précisément lorsque Israël, avec le soutien de Washington, a lancé sa toute première frappe contre l'Iran le 13 juin, sabotant ainsi les négociations, ce que Trump a ensuite reconnu comme étant une ruse destinée à faire croire à l'Iran que les États-Unis négociaient réellement de bonne foi. Ce n'était pas le cas. Au cœur du nouvel accord proposé se trouve l'exigence non négociable de Washington, que l'Iran cesse toutes ses activités d'enrichissement d'uranium. En échange, l'Iran pourrait bénéficier d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 30 milliards de dollars. Mais voici le hic. L'argent ne viendrait pas de Washington. Au lieu de cela, le financement serait assuré par des États arabes, probablement des alliés des États-Unis dans le Golfe Persique. Les États-Unis sont prêts à diriger les négociations, mais ils ne paient pas la facture. Ainsi, l'administration Trump veut en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre. D'autres propositions sont également à l'étude. Cela inclut un allègement limité des sanctions et le déblocage de 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens actuellement gelés dans des banques étrangères. Un autre volet prévoit que des pays du Golfe financent une nouvelle installation nucléaire civile pour remplacer le site de Fordow en Iran, bien qu'il ne soit pas clair pourquoi